Le Mali est désormais doté d'une nouvelle constitution. Les résultats officiels et définitifs du scrutin référendaire ont été proclamés hier par la Cour constitutionnelle. Le oui l'emporte avec 96,91% des voix. Des précisions au tout début de cette édition. Tous les projecteurs des médias nationaux seront braqués ce week-end sur la capitale du rail. Et pour cause, la relance officielle des activités du train en veilleuse depuis une quinzaine d'années. Pour cet événement, le RTM nous replonge dans l'histoire du rail Dakar-Niger. Bienvenue dans ce 13h. Vous le savez, les résultats officiels et définitifs du scrutin référendaire des 11 et 18 juin 2023 ont été proclamés hier par la Cour constitutionnelle. C'est le oui qui l'emporte sur le non avec 96,91% des voix pour un taux de participation de 38,23%. Pour entrer en vigueur, la nouvelle constitution doit à présent être promulguée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Plus de précisions avec Mamari Koné. L'arrêt 2023-08 de la Cour constitutionnelle restera longtemps gravé dans les annales de l'histoire du Mali, après environ un mois d'examen des résultats transmis par l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Les 9 sages de la Cour ont rendu leur arrêt. Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour constitutionnelle a procédé au recensement général des votes des scrutins des 11 et 18 juin 2023. Qu'en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décomptage des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications matérielles, annulations et procédé au redressement qu'elle a jugé nécessaire. Considérant qu'à l'issue de ce recensement, le résultat obtenu est le suivant. Nombre d'inscrits 8 463 084 invariables. Nombre de bureaux de vote 24 697. Nombre de votants 3 235 427. Nombre de bulletins nuls 25 241. Suffrages valablement exprimés 3 210 186. Taux de participation globale 38,23%. Pour le oui, 3 110 877, soit 96,91%. Pour le non, voix 99 309, soit 3,09%. Total, nous avons donc 3 210 186 pour avoir les 100%. Considérant que de ce résultat, il apparaît que le projet de constitution soumis au corps électoral les 11 et 18 juin 2023 a été adopté par le dit corps électoral. Par ces motifs, article 1 déclare adopté par le peuple souverain du Mali le projet de constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Article 2 dit que le présent arrêt sera immédiatement notifié au président de la transition, chef de l'État. Article 3 dit que la mention de la présente proclamation sera faite dans l'acte de promulgation de la nouvelle constitution. Article 4 ordonne la publication du présent arrêt au journal officiel du Mali. Pour le scrutin référendaire du 18 juin, la Cour a reçu 4 requêtes provenant de Daba Diawara, Draman Diarra, Mohamed Chérif Kone et de Madi Siré Touré en vue de l'annulation du scrutin. La Cour les a rejetées car non étayées par des preuves donc mal fondées.
La Cour a par ailleurs déclaré que le scrutin référendaire a pu se tenir sur 4/5 du territoire national. Elle a aussi reçu des mémoires en défense de la primature et de l'autorité indépendante de gestion des élections. Le Mali va donc écrire une nouvelle page de son histoire avec la nouvelle constitution qui entrera en vigueur après sa promulgation par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. L'actualité, c'est aussi à Caille où tous les projecteurs des médias nationaux seront braqués ce dimanche sur la capitale du rail. Raison, la relance officielle des activités du train à l'arrêt complet pendant une demi-décennie. Occasion pour l'ORTM de dérouler l'histoire du rail, communément appelé Dakar-Niger. La jeunesse de l'initiative, le choc provoqué par son arrêt momentané et l'espoir suscité par son redémarrage. Le dossier est signé Ibrahima Keita. Nous, on n'a pas entendu, on a vécu. 1920-2023, la ligne ferroviaire Dakar-Niger, longue de 1287 km, dont 641 au Mali, à 103 ans ou 99 ans selon comprennent la fin des travaux ou la mise en service comme repère. Réalisé dans le cadre des travaux forcés, donc fruit de la sueur et du sang des Africains. Au départ était la volonté du colonisateur français de favoriser le transport des voyageurs et surtout des matières premières entre le Sénégal et le Soudan, actuel Mali. Sénégalais et Maliens qui hériteront de ce Dakar-Niger chargé d'histoire conclut une convention le 8 juin 1963 pour fixer les modalités du fonctionnement du trafic entre les deux pays. Chaque régie assure 2 liaisons hebdomadaires entre les 2 capitales. Au temps fort de l'initiative, 55% du trafic des marchandises vers le Mali, pays sans accès à la mer, se faisait par la voie ferrée. La mission était surtout de relier le port de Dakar au fleuve Niger à Koulikoro pour évacuer les marchandises, sinon d'abord les matières premières. Alors le colonisateur français a mis en place cette voie ferrée-là. C'est pourquoi on dit Dakar-Niger. Et la capitale était Caille, la capitale a été transférée à Bamako. Prenait une part importante dans ce trafic des femmes commerçantes et autres marchands ambulants, tous frappés du sceau très évocateur de Banabana qui évoluait dans le secteur informel. Il rapportait à la régie près de 30% de ses recettes, une 50aine de millions de francs CFA par semaine. Il y avait 2 trains express. Il y avait l'express du Mali qui quittait Bamako le mercredi pour aller à Dakar. Et celui de Dakar quittait aussi mercredi Dakar pour aller à Bamako et samedi se retournait. Donc ces 2 trains se croisaient généralement à Toukoto. Et c'était une fête. Ça, c'est l'express. Après l'express, il y a eu la vie des autorails, qui était vraiment un événement. On a vu vraiment les autorails à l'époque, qui étaient comme, on peut dire, pas des voitures, même des avions, tellement que c'était confortable. Et parmi ces autorails, on a créé un qu'on appelle le week-end. Donc ça quittait le dimanche à Caille pour arriver à 6 h du matin, très tôt, à Bamako. Ça permettait aux gens de venir pendant le week-end, le vendredi, pour se retourner le dimanche. Ça, c'est très important. Au niveau des gares ferroviaires, alors on voyait des marchés qui étaient créés au niveau des gares ferroviaires. Et puis, à l'arrivée du train à chaque gare, donc les populations sortaient alors, pour venir vendre leurs produits. En plus de ça, alors, il y avait aussi ce qu'on appelait les marchands ambulants. Dans les jargons caïsiens, on les appelle les banabana. Donc, ces banabana, alors, se faufilaient entre les différents wagons pour vendre leurs produits. C'est ce même train qui a amené Modibo Keïta, le premier président du Mali. Là, c'est très important, la vie des rails.
Le fait le plus important par rapport à ces rails aussi, c'est que pendant l'occupation de la France, pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne, le trésor français était venu jusqu'à Caille et était gardé à Caille. Quand un enfant naissait dans une famille riveraine de cette voie-là, alors le premier vœu est formulé par la famille pour l'enfant, c'était que alors, tout le monde souhaitait à l'enfant qu'il soit un cheminot. On souhaitait à l'enfant qu'il soit un cheminot. Mais bien sûr, au Casso, quand il y avait baptême, on disait que Dieu fasse que ton enfant soit un cheminot. Selon les services clientèle de la Régie du chemin de fer du Mali, 80% des commerçants ne prenaient pas de titre de voyage en 1988. La circulation de ces banabana, souvent en situation irrégulière, constitue une source de revenus pour certains agents de l'État. Douga, de véritables charognards en fait. Partie visible de l'iceberg qui fera échouer le navire. La cause de la faillite, il y a la mauvaise gestion. La mauvaise gestion de la part des administrateurs de la voie ferroviaire. En plus, il y a aussi la négligence de l'État. Les passagers qui rentraient dans les trains ne payaient pas régulièrement les frais de transport. Chaque cheminot avait le privilège d'avoir des voyages gratuits. Pour lui, sa famille, sa belle famille. Le train, c'est aussi des idées noires à travers rêves, méditation et phobie d'accidents comme celui des années 70 à Badougou. Toutes ces difficultés du voyage sont aussitôt oubliées avec les bénéfices et le bonheur que procure ce voyage à nul pareil de mémoire de riverains du rail. On comprend alors qu'ils considèrent interminable la pause à eux imposée. Cela faisait éternité pour eux que le train ne sifflait plus. Il faut que le train démarre. Si le train a démarré, il faut que ça soit définitif. Les populations commencent à revivre. Les produits des autres gares commencent à venir à Caille et à Bamako. La population, c'est un engouement, pas seulement un engouement, mais c'est comme une nouvelle vie. C'est comme une nouvelle vie qu'on a donnée à cette région. Parce que 80% de la région de Caille se trouve sur les voies ferrées. On peut considérer alors le redémarrage du train comme une résurrection, voyez-vous, parce que les différents villages ou les différentes villes qui se trouvent alors, sur les rives de cette voie-là étaient laissées pour compte. Je prie Dieu d'abord, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, que ce démarrage ne s'arrête pas. Ça, c'est le plus important. Mon souhait le plus ardent, que ça continue. Et que comme la tradition a pris la décision de le démarrer, qu'ils prennent le temps de revoir comment il faut faire et qu'on ne retombe plus dans le passé. L'espoir sera maintenu à condition que chacun joue sa partition, que chacun joue son rôle. Ça veut dire quoi? Que l'État alors veille sur le fonctionnement alors, de la voie ferrée, c'est-à-dire le trafic de train. Ensuite, il faudrait que les passagers aussi payent régulièrement les frais de transport et qu'il y ait une bonne gestion aussi. Le temps de l'État vache laitière semble révolu. Cela doit être tenu pour dit. De même que celui où tout est permis, même ce qui est interdit. Et s'il est vrai que chat échaudé craint l'eau froide, force est de constater aujourd'hui que tous les chats riverains du Dakar-Niger ont véritablement frôlé l'épouvantage. Chacun saura désormais y assumer sa part de responsabilité. Ce n'est pas le Mali nouveau qui est important, mais il faut former des hommes nouveaux.
vivement son redémarrage au grand bonheur de Caille. Le réseau Islam, Population et Développement organise un dialogue interreligieux à la faveur d'un atelier dont les travaux se sont tenus à Bamako. Il s'agit surtout de former les membres de certaines associations religieuses sur les règles de bonne cohabitation et de vivre ensemble. Reportage Youssouf Tchakiti. Le réseau Islam, Population et Développement, en organisant ce dialogue interreligieux, veut apporter sa contribution à la diffusion des messages de paix, de cohabitation et de vivre ensemble. Ces thématiques sont débattues par les membres des associations qui prennent part à la rencontre. Donc, l'atelier d'aujourd'hui est un atelier pour former les associations, les former et leur donner, n'est-ce pas, les moyens, des outils nécessaires par rapport à cette thématique, les règles, n'est-ce pas, de la cohabitation pacifique. Le projet GISRA, faut-il le rappeler, vise fondamentalement à renforcer la résilience des communautés religieuses face aux pratiques, normes et enseignements extrémistes, discriminatoires et nuisibles. Le réseau entend surtout favoriser la tolérance, l'acceptation et la cohabitation entre les religions en République du Mali. Quant au report et ses acteurs et toutes les associations qui sont membres de la mise en œuvre de cette activité, nous les remercions au nom du ministre et nous les encourageons, tout en leur demandant doubler d'efforts pour que l'ensemble des fêteurs musulmanes, pour ne pas dire la totalité, puissent bénéficier des différentes thématiques qu'ils donnent en longueur de journée et pratiquement dans beaucoup de parties des territoires maliens. Les associations ainsi formées seront des relais de transmission des messages de paix et de cohabitation. Dans la même veine, le projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique vient d'initier à Gao un atelier de formation des leaders religieux. Il s'agit pour les initiateurs de renforcer les capacités des membres des associations musulmanes de la région afin de promouvoir la cohabitation pacifique intra-religieuse. Sambare Aïdara. Cet atelier du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique GISRA Mali, initié par le réseau Islam Population et Développement RIPOD, vise à renforcer les capacités des membres des associations musulmanes de la région de Gao sur les thématiques liées à la cohabitation intra-religieuse. Le projet GISRA a initié vraiment cette formation pour qu'il y ait une cohabitation pacifique entre les différentes sectes de l'islam. C'est ce qui a poussé qu'on a eu à identifier les membres des associations musulmanes ici présentes dans la région de Gao sur des thèmes comme les 5 finalités de l'islam. Les autorités communales ont salué cette initiative qui, selon elles, contribue au retour de la paix et de la cohésion sociale au Mali. La population de Gao a besoin de ça. Parce que c'est une formation pour la religion. Vraiment, c'est une opportunité pour la paix qu'on est en train de chercher au Mali. Donc l'appel que je lance, de continuer sur les activités comme ça, là, vraiment, c'est une bonne chose. Notons que cet atelier de formation auquel 30 participants ont pris part entre dans le cadre de l'exécution du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique GISRA Mali, dont les partenaires de mise en œuvre sont entre autres le réseau Islam Population et Développement RIPOD ou encore Search for Common Ground. Culture, la troupe de la région de Bougouni, deuxième de la Biennale artistique et culturelle édition 2023 de Mopti, a organisé une cérémonie. L'objectif est de présenter au public du Bani Monoché le travail abattu pour arriver à ce résultat. Jaffa Aïdara et Djibril Bagayoko. Après sa brillante prestation à la Biennale artistique et culturelle de Mopti 2023, qui lui a valu la deuxième place au niveau national, la troupe de Bougouni a fait l'objet d'un accueil à la dimension de leur prestation qui est le fruit d'un bon encadrement réussi par la troupe. C'est le travail qui paye. On a beaucoup travaillé et c'est pourquoi on est là aujourd'hui pour annoncer des prix et des trophées. Montrer à la population de Bougouni ce qu'on est parti leur montrer en leur nom à Mopti. Et c'est pourquoi on est là ce soir. De retour au Bercail, la troupe de Bougouni s'est produite devant son public acquis à sa cause, occasion pour le chef de l'exécutif régional de Bougouni d'exprimer toute sa joie, ses remerciements et son accompagnement afin de pérenniser ce bon résultat. C'est une équipe qui vient de gagner. Aujourd'hui, première sortie, deuxième place, c'est très bon.
Ça nous poussera également à travailler pour tenter d'arracher la première place lors de l'édition prochaine. Nous allons consolider les acquis à travers cette jeune troupe, l'espoir est permis, essayer de corriger les imperfections et nous préparer pour un lendemain meilleur qui est Tombouctou 2025. Des prestations d'orchestre, de théâtre, danse traditionnelle, solo de chant, chœur, ensemble instrumental, ballet à thème et la présentation des prix au public a mis fin à la cérémonie. La troupe de Tombouctou, qui a pris part à la Biennale artistique et culturelle, a également signé son retour à Tombouctou. Le directeur de cabinet du gouverneur les a félicités au nom du chef de l'exécutif régional avant de leur demander de s'engager à réussir le défi de l'organisation de l'édition 2025 attribuée à la région de Tombouctou. Najim Babassissé, Maouloud Tandina. Le sourire aux lèvres, ils ont assuré avec brio leur participation à la biennale artistique et culturelle dans la Vénus malienne tenue du 6 au 16 juillet. Les éléments de la troupe de Tombouctou ne reviennent pas réduits. Ils apportent le témoin de l'organisation prochaine, celle de 2025 dans la mystérieuse. Au nom du gouverneur, le directeur de cabinet leur adresse des reconnaissances au nom de la région. Au nom de monsieur le gouverneur, on vous remercie sincèrement, jeunes, vieux, femmes et hommes, l'ensemble de la troupe, les services techniques, les acteurs, chacun a joué son rôle. Ça, c'est fondamentalement important. Une compétition reste une compétition. Quoi qu'il arrive, tout le Mali a été émerveillé par les différentes prestations de la région de Tombouctou. 2023 est derrière nous, ajoute-t-il. L'heure est à l'organisation de 2025 qui est un grand espoir pour la région. Vous revenez avec de nouvelles idées que vous allez pouvoir faire en sorte d'améliorer le cadre de vie, de cohésion sociale au sein de vos communautés. C'est ce qui est recherché. Ces instants passés aux côtés des autres troupes sont des atouts qu'il faut exploiter pour s'améliorer et tirer des enseignements. Ici à Bamako, cérémonie de fin de formation des 4e et 5e promotions des étudiants ayant bénéficié des bourses du Centre d'orientation professionnelle en coupe et couture. L'événement est marqué par la remise de kits aux membres de ces promotions qui portent le nom de Drissa Guindo, ancien directeur national de la jeunesse. Daouda Kone. 62 femmes de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJIMA, sont formées en couture et dotées de kits par le Centre d'orientation professionnelle en coupe et couture COPEC et l'ANPE. Toutes choses qui devraient contribuer à lutter contre le chômage. Samou Fane qui a entendu que UJIMA est en train de faire la promotion de l'emploi des arabophones, lui ayant un centre de formation pour les femmes en coupe et couture, s'est directement intéressé dans ce même combat. L'UJMA a vu qu'il est nécessaire de faire une convention de partenariat. On est parti vers une convention avec l'ANPE et voici le résultat. COPEC nous a réservé un accueil chaleureux. Les responsables se sont bien occupés de nous et aujourd'hui nous sommes qualifiés. Au nom de mes sœurs, je salue les partenaires de l'UJMA. Cette remise de kits a concerné les 4e et 5e promotions des étudiantes ayant bénéficié des bourses du Centre d'orientation professionnelle en coupe et couture COPEC. Ces 2 promotions portent le nom Drissa Guindo. Un immense honneur pour moi, ma famille et mes amis. Je n'oublierai jamais cette manifestation de l'estime de l'UJMA à mon endroit. La première dimension de cette cérémonie, c'est le sacre de l'autonomie de la mère de l'humanité, la femme. La deuxième dimension, c'est tout simplement le fait de mettre la foi, la religion, au service du développement. La troisième dimension, c'est le caractère participatif de cette activité. La cérémonie a été mise à profit pour remettre des tableaux d'honneur à des personnes qui œuvrent pour la promotion de l'emploi des jeunes. Le jeudi dernier, le département d'enseignement et de recherche arabe de la faculté des langues de l'Université des langues et sciences humaines de Bamako a organisé la sortie de sa 5e promotion de licence. La cérémonie était placée sous le thème « Rôle des diplômés arabes ». Des diplômes arabes dans la paix, la sécurité intellectuelle et le développement durable. Awa Adama Koulibaly et Idrissa Traoré.
C'est par ces versets du Saint-Coran que ce cérémonial de sortie de promotion a débuté. La 5e du département arabe de l'Université des langues et sciences humaines de Bamako depuis l'adoption du système licence-master-doctorat. La promotion dont nous célébrons la sortie aujourd'hui est composée de plus de 1000 étudiants et étudiantes qui viennent d'obtenir leur licence en langue arabe ou bien en lettres arabes, sont prêts à contribuer au développement du Mali sans aucune équivoque, et une source de fierté. L'occasion était bien indiquée pour ces futurs enseignants, interprètes et autres agents du tourisme d'adresser des mots de remerciement, mais pas que. Nous saisissons cette occasion pour exprimer nos profondes gratitudes à l'administration, aux professeurs et aux chefs de DR arabes. Une reconnaissance particulière va aussi à l'endroit de nos parents. Mes très chers camarades, certes, nous avons un diplôme, mais disons qu'il n'est qu'un instrument qui, en dernière analyse, ne vaudra que ce que nous en ferons. Cette 5e promotion du département d'enseignement et de recherche arabe de l'Université des langues porte le nom de Feu Abdul Aziz Yatta Baré, un homme qui a consenti d'énormes efforts pour le développement de la langue arabe et de l'enseignement coranique au Mali. Séance de prière et de bénédiction pour une bonne pluviométrie hier vendredi à la Grande Mosquée de Bamako. L'initiative est du collectif des associations musulmanes du Mali en collaboration avec l'APECAM. En communion, les fidèles musulmans ont imploré Dieu le miséricordieux pour une pluviométrie abondante. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM. Il est au micro de Aliou Abdoulaye Touré. Le Mali est une nation de croyants. Et lorsque nous avons quelques problèmes de n'importe quel ordre, surtout nous dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture, nous nous tournons forcément vers notre Créateur. Donc ce début d'hivernage est un peu déficitaire, on va dire assez déficitaire en termes de pluviométrie. Nous constatons que même lorsque la pluie se prépare, c'est vraiment des finettes, des petites gouttelettes qui descendent. Donc c'est de ce fait que l'APECAM, le réseau de toutes les chambres d'agriculture, m'ont mandaté pour venir voir l'imam de la Grande Mosquée de Bamako pour qu'il prie, et tous les musulmans de ce pays. Vraiment, c'est tous les Maliens, sans aucune exception, tous les érudits, tous les connaisseurs, pour qu'on prie partout au Mali pour que Dieu nous donne une bonne pluviométrie. Nous avons coïncidé avec le premier vendredi de l'année musulmane. Donc on suggère que c'est vraiment de bon augure et on espère qu'Inch'Allah les choses vont rentrer dans l'ordre. Merci d'avoir suivi ce 13h. Excellent week-end.